Bien, bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir vous retrouver sur cette conférence donc, sur l'assemblage. Alors, on va essayer non pas de faire une présentation axée réellement sur les biomatériaux, mais plutôt une présentation très clinique, c'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre finalement qu'est-ce qui est à notre disposition pour pouvoir assembler nos restaurations, et bien entendu, quels sont les domaines d'innovation dans le sujet en 2021. Alors, moi, pour ma part, je me présente. Je suis donc le docteur Romain Sénos et j'appartiens au groupe Bioémulation, donc, qui est un groupe de scientifiques à travers le monde qui travaille sur le modèle naturel, c'est-à-dire le modèle histoanatomique. Et on cherche par biomimétisme à reproduire donc substrat par substrat la dent. Alors, j'ai la chance, j'ai l'honneur donc de faire partie de Bionation France avec des conférenciers de renom qui sont des passionnés, mais aussi des personnes passionnantes. Et on échange beaucoup donc, sur toutes ces thématiques pour essayer de trouver le meilleur moyen de pouvoir rendre service à nos patients. Double casquette, puisque j'appartiens aussi donc à la Bioteam, donc je préside la Bioteam Nice, un groupe scientifique sous l'égide du docteur Gilles Tirlet. Et là, outre les connaissances en biomimétisme, on essaye aussi de pouvoir partager nos connaissances scientifiques pour travailler dans une philosophie donc de gradient thérapeutique, autrement dit, faire des propositions thérapeutiques systématiquement les moins mutilantes possibles pour nos patients. Alors, il y a un véritable maillage national. Hein. On est maintenant plus de 11 et on essaye là encore de pouvoir distribuer la bonne parole. Et un nouveau groupe scientifique pour moi, le groupe donc, de l'Académie du Sourire, créé par Jean-Christophe Paris et André Fauché, qui m'ont ouvert les bras pour pouvoir rejoindre l'aventure. Donc, je les remercie. Alors, ceci étant dit, pourquoi faire une conférence sur les modes d'assemblage? Il suffit de pouvoir feuilleter les catalogues de produits qui sont à notre disposition pour comprendre que des pages et des pages existent, qu'il y a une sémantique qui est parfois un peu barbare. On entend scellement, ciment, adhésion, collage, résineux, auto-adhésif, etc., etc. Donc, pour pouvoir se retrouver là-dedans, bien souvent, les praticiens, c'est le maelstrom dans leur tête et ils peuvent être un peu perdus. Donc, trop d'informations, des fois, nuit à l'information. Et je vais me donner ici comme mission de pouvoir un peu mettre de l'ordre dans tout ça, classer ces différents produits et ce qui nous intéresse le plus, surtout quand et comment les utiliser. Donc, pour pouvoir faire ça, on va commencer par un peu d'histoire. Tout ce qu'il y a en fait de 1850 à 1972, donc il y a plus d'un siècle pour certains produits, ce sont des produits donc de scellement hein, qui ont fait leurs preuves, qui ont été très très largement usités en dentisterie. En 1980 est apparue l'école. Alors, Desgranges appelait ça la révolution silencieuse, mais en fait, ça a été un véritable séisme dans notre pratique, puisque loin d'être finalement quelque chose de discret, ça a complètement révolutionné nos pratiques. On a ouvert un champ d'indication qui n'existait pas auparavant et on a pu coller nos restaurations. En 92, une évolution des CVI avec les CVI MAR, donc modifiés par adjonction de résine. Et enfin, en 2002, donc les petits nouveaux qui ont mis un peu le bazar dans la classification, les ciments résineux auto-adhésifs qui proposaient aux praticiens de faire un collage, mais un collage cette fois-ci simplifié. Alors, un collage qui avait des valeurs d'adhésion qui étaient largement en deçà des cols conventionnels et un cadre d'indication parfois un peu incompris. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme évolution donc, depuis ce graphe, depuis ce diagramme? Maintenant, on a des nouveaux produits avec des ciments résineux que je vais qualifier de boostables, c'est-à-dire qui vont permettre, donc, dans une étape optionnelle d'apprêtage du support de restauration, d'augmenter drastiquement les valeurs de cohésion entre la dent et la restauration, et donc, de par le fait, d'avoir un champ d'indication qui est beaucoup plus large, et on va voir lequel. Donc, on va essayer de passer en revue ces différentes familles très rapidement pour voir quelles en sont les propriétés, en commençant par le plus ancien, les ciments de scellement. Le ciment de scellement scelle, et donc c'est une réaction acide-base qui permet ce scellement. On a une solubilité basse avec une tolérance à la manipulation. Ça signifie qu'on peut utiliser les ciments de scellement lorsqu'on n'a pas forcément la capacité de mettre une isolation parfaite. On n'est pas obligé à tout prix de mettre un champ de type digue. Et enfin, on va avoir une adhésion au tissu dentaire avec un relargage de fluor. Donc ça, ce sont des propriétés très intéressantes puisqu'on va aller à l'encontre de la reprise de carie. Et on va avoir donc quand même une propriété naturelle d'avoir un tropisme pour les tissus dentaires vis-à-vis de ces CVI. C'est pour ça qu'on peut parler donc de scellement adhésif parfois. Et enfin, un coût qui est, somme toute, très en deçà des autres produits qui vont être présentés. Donc, des ciments de scellement, très bien connus par les praticiens. Et maintenant, on va voir la deuxième famille, que sont les cols.
Les cols, donc pour le collage conventionnel, existent avec ou sans potentiel adhésif. Alors, d'un point de vue de la terminologie, c'est assez facile à comprendre. Lorsque c'est sans potentiel adhésif, le praticien va devoir nécessiter donc d'apporter un adhésif pour que cela fonctionne. Contrairement au potentiel donc adhésif de certaines colles telles que le Panavia ou bien encore le Superbond, qui sont des colles complexes, qui vont pouvoir la coller sans un adhésif, mais avec un système donc qui leur est propre. On a ici besoin par contre d'un protocole extrêmement rigoureux et d'une isolation qui se veut totale. Donc là, le champ opératoire va être nécessaire. La prise se fait par polymérisation, et c'est ce qui les classifie en tant que colle, avec une cohésion très très forte. Donc on peut avoir une restauration qui vient coller et avoir une cohésion à nos substrats dentaires ou donc aux préparations, qui va nous permettre d'avoir une pièce qui tient correctement dans le temps, même en l'absence donc de rétention. La troisième famille, je dirais un peu la famille des incompris, les ciments résineux auto-adhésifs. Alors on est toujours dans un collage, donc avec une prise par polymérisation, mais cette fois-ci, un collage qui est simplifié, où on ne va pas avoir forcément donc d'apprêtage au niveau de la dent, voire de la prothèse. Une cohésion qui se veut plus importante que le scellement, mais moins importante que le collage que je vous ai présenté précédemment. Donc ces ciments résineux auto-adhésifs, c'est là où il va y avoir une petite révolution actuellement, puisqu'on va avoir une nouvelle famille qui vient s'y greffer avec des ciments résineux dits universels, qui sont des nouvelles générations boostables. Ça veut dire qu'on va pouvoir les utiliser seuls ou avec une option donc d'étape préliminaire où on va là chercher à augmenter nos valeurs de cohésion. Ce sont donc des colles qui restent simples, rapides, et qui vont essayer de combler le gap qui existait entre les ciments résineux auto-adhésifs classiques et les colles conventionnelles. Donc voici l'ancienne classification, je dirais, où vous retrouvez trois colonnes scellées avec nos ciments de scellement et les ciments de scellement adhésifs. Au milieu, les ciments résineux auto-adhésifs qui étaient collés simplement, sans traitement des substrats. Et à droite, collés avec des colles avec ou sans potentiel adhésif, une cohésion extrêmement importante, mais un protocole qui lui aussi, par contre, est très très rigoureux et plus complexe. J'ai rajouté les résines composites de restauration, puisqu'on va pouvoir, et on le constatera lors de cette présentation, s'en servir potentiellement pour pouvoir assembler nos pièces, donc au même titre que les colles dual ou photo qui en sont dédiées. Ils sont finalement rien d'autre que des résines composites qui sont spécifiquement étudiées pour pouvoir assembler nos pièces. Et donc, à ce tableau à trois colonnes, vient maintenant se rajouter ces nouveaux ciments résineux, donc universels boostables, qui nous permettent en fait d'avoir une sorte de zone de flou entre la colonne de milieu et la colonne de droite. Ce sont donc des moyens de pouvoir être utilisés seuls comme des ciments résineux ou en option avec un flacon qui va nous permettre d'apprêter la préparation et là basculer vers un mode qui sera plus proche de celui d'une mode conventionnelle, donc d'une colle forte. La question maintenant qui taraude énormément de praticiens, est-ce que je dois sceller ou est-ce que je dois coller? Quelle est la modalité avec laquelle je dois pouvoir en fait assembler ma pièce? Bien ça, c'est une interrogation en fait qui concerne beaucoup de praticiens. Alors j'en veux pour preuve une étude très récente de 2019 qui se penche sur les habitudes opératoires, non pas des Français mais des Américains. Et on voit qu'il y a un ensemble donc là assez conséquent de couronnes qui vont être soit scellées, soit collées, à une échelle d'à peu près 40-60. Et pour les dentistes, dans leur habitude opératoire, certains collent toujours et d'autres ne collent jamais. Donc, où se situe la zone de vérité? Où est le chemin à emprunter finalement pour correctement assembler ces restaurations? Eh bien, ça ne devrait pas être l'habitude opératoire qui va dicter le geste du praticien. Ce qui devrait être fait, en fait, c'est pouvoir choisir en fonction de la situation clinique. C'est-à-dire, c'est la situation à laquelle on est confronté qui devrait nous orienter vers telle ou telle modalité. Je vais paraphraser donc De Wood qui nous dit que pouvoir sceller ou pouvoir coller, cette question en fait ne doit se poser que pour les préparations coropénéphériques complètes, donc soit des couronnes, soit des bridges. À partir du moment qu'on est sur une pièce partielle, elle doit être systématiquement collée. Et on verra qu'on peut faire des collages simples ou des collages plus ou moins complexes. Un tableau donc, que j'emprunte à une communication de Byung-Soo qui va nous résumer en fait le cadre d'indication et qui va nous permettre de réfléchir en fonction du taux de rétention de nos préparations par rapport à la restauration à amener en bouche. Lorsqu'on est face finalement à une préparation qui est extrêmement rétentive, avec des degrés et des hauteurs qui sont propices, on va pouvoir sceller et utiliser des ciments de scellement.
Donc, pour répondre d'emblée à la question « Est-ce que le scellement est has-been », que ce soit pour la zircone ou encore les revêtements de métal? Non, c'est pas du tout has-been. C'est au contraire extrêmement sensé comme choix. Je donne l'analogie du vélo qui s'accroche avec un cadenas. Si un seul cadenas suffit pour bien le maintenir, pourquoi aller chercher à en mettre une centaine? Pourquoi se complexifier la vie finalement sur quelque chose qui fonctionnera excellemment bien avec quelque chose de simple et de peu coûteux? Maintenant, je vais même aller beaucoup plus loin. Vous allez avoir des possibilités, lorsque tout s'y prête, de venir assembler même un disilicate de lithium, c'est-à-dire une vitrocéramique renforcée. J'en veux pour preuve des papiers très récents qui montrent qu'il n'y a pas de différence significative lorsque la préparation est idéale à l'initiale dans le vieillissement de ces couronnes, qu'elles soient scellées ou bien encore collées. Donc là, on casse un premier dogme. Oui, évidemment, les vitrocéramiques sont faites pour être normalement majoritairement collées, cela va de soi, mais pour autant, si on a des épaisseurs de céramique qui sont conséquentes et si nous avons une préparation qui est hautement rétentive, eh bien, j'ai envie de dire, ça fonctionne, ça marche, et sceller peut se montrer donc être suffisant. Le protocole clinique, je pense qu'il est connu de tous. On va tout de même chercher à avoir un conditionnement léger avec un passage donc soit d'un acide polyacrylique, soit d'un acide citrique, suivi d'un rinçage et d'un séchage. Et en fonction donc des modalités donc d'automélange, de vibration, de spatulation, on amène donc notre ciment de scellement à l'intrado de la couronne ou du bridge, on assemble en bouche et on va avoir une gestion extrêmement aisée finalement des excédents puisqu'ils partent en bloc. Donc une procédure simple, peu coûteuse et qui fonctionne et qui est tout à fait donc up-to-date pour pouvoir mettre en place une couronne ou un bridge du moment que nous avons des préparations qui sont optimales. Maintenant, lorsque la préparation est moins rétentive, qu'on va la qualifier, disons, de semi-rétentive, là, idéalement, les ciments résineux auto-adhésifs trouvent toute leur place. Et l'argument phare qui est retrouvé, et ce, quel que soit le fabricant, eh bien, c'est que c'est facile d'utilisation. On va avoir là aussi des gestions d'excès qui sont très simples, on va avoir une prise qui est facilitée, et on va aussi avoir donc l'absence de conditionnement particulier de nos tissus, donc un mode d'emploi qui est très aisé. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de conditionnement que pour autant il ne doit pas y avoir de nettoyage. Donc là, je mets seulement en garde contre quelques précautions à prendre. Il faut préparer correctement donc, nos assises, il faut pouvoir les nettoyer, et il faut les nettoyer avec des pâtes qui soient sans eau oxygénée et préférentiellement sans fluor. Et si vous avez donc la curiosité de regarder les compositions de vos produits de polissage et de nettoyage dans vos catalogues, vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc je vous en ai mis 3 exemples. Et il faut là encore éviter aussi l'alcool pour éviter les déshydratations dentinaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une préparation où on cherche à en augmenter sa capacité d'adaptation avec la restauration pour qu'il y ait une meilleure cohésion? Certains praticiens ont proposé de venir mordancer l'émail dans l'utilisation de ces ciments résineux auto-adhésifs, et il y a des papiers qui montrent qu'on avait des valeurs d'adhésion qui étaient plus conséquentes. Alors, je veux bien, oui, mais lorsque maintenant on regarde les papiers récents avec les revues systématiques de la littérature et les méta-analyses, il n'y a pas de différence significative sur les taux de survie entre les couronnes qui ont été assemblées avec ces ciments résineux avec ou sans mordançage préalable de l'émail. Donc j'ai envie de dire, même si c'est un conseil qui s'est donné de praticien à praticien, voire par les commerciaux, ou bien encore qui a pu être légitimé par certains papiers dans la littérature scientifique, ce n'est pas forcément la voie royale pour pouvoir avoir un meilleur mode d'assemblage avec ces ciments résineux auto-adhésifs qui se veulent simples. Donc, lorsqu'on a à les employer, conservons, j'ai envie de dire, leur simplicité. Si la préparation n'est pas assez rétentive, si on a un cas clinique où on va avoir à coup sûr la préparation de la couronne qui vont se désolidariser l'un de l'autre, il faut en fait avoir affaire à des cohésions qui sont plus importantes. Avant, on procédait systématiquement avec le collage conventionnel, avec des colles donc avec ou sans potentiel adhésif. Maintenant, on va pouvoir donc avoir ces résineux qui sont donc universels avec mode de boostage, qui sont très intéressants. Ici, donc le cas du GSM-1, où avec l'AEP, donc l'Adhesive Enhancing Primer, on va augmenter nos forces d'adhésion de manière assez conséquente. Et vous pouvez voir sur ce schéma qu'avec ou sans, on va en termes de mégapascal quasiment doubler les valeurs. Donc, lorsqu'on a un cas clinique qui est peu rétentif, on peut là chercher à se sécuriser en utilisant le boost de ces moyens d'assemblage. Quelques petites précisions aussi sur leurs propriétés et celles qui sont annoncées par les fabricants. Une technologie TouchCure, donc, qui réduirait potentiellement les effets de contamination sur les valeurs d'adhésion.
Donc là aussi, une certaine compliance lorsqu'on n'a pas la possibilité d'avoir un champ idéal d'isolation. Mais je vous mets en garde, la prise rapide qui partirait donc de la préparation induite par l'AEP a cet avantage de pouvoir agir rapidement et donc de faire une cohésion rapide, mais il faut se dépêcher parce qu'à 37 degrés, il n'y a que 50 secondes de temps de travail. Donc il faut avoir en fait de la mise en place de ce ciment résineux à l'intérieur de notre pièce jusqu'à l'assemblage en bouche, un geste qui soit rapide et précis. Donc dans toutes les autres situations, où on avait des préparations qui sont donc là qualifiées de non rétentives, auparavant, on faisait appel au collage, donc le collage conventionnel, classique, rigoureux. Maintenant, on peut modifier ce tableau avec donc cette nouvelle famille que l'on vient greffer à nos modes d'assemblage, que sont les résineux boostables. On va donc avoir un matériau qui va avoir un très 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 large champ d'indications cliniques. Pour rappel, maintenant, qu'est-ce qu'un collage conventionnel? Eh bien, un collage conventionnel, vous avez d'une part la dent qui va être nécessairement conditionnée avec des systèmes adhésifs, on va voir lesquels, et d'autre part, la céramique qui va être conditionnée en fonction de sa nature chimique. Les céramiques vitreuses, donc les feldspathiques et les vitrocéramiques, vont nécessiter une attaque acide suivie d'une silanisation. Et au contraire, tout ce qui va être de l'ordre des céramiques polycristallines, telles que la zircone, on va devoir sabler et avoir un primer, donc MDP. Et au milieu, notre agent d'assemblage qui assure la liaison entre les deux. Voici comment donc on peut résumer le collage. Et là, contrairement à ce qui a pu être dit auparavant, notamment avec certains ciments résineux, là, sur la colle et la colle conventionnelle, l'isolation n'est pas une option, c'est un impératif. Je pense que le bon langage à tenir, c'est qu'ici, si on ne peut pas correctement isoler, peut-être qu'il faut passer à d'autres méthodes et revenir donc sur des préparations plus mutilantes et pourquoi pas un scellement. Mais en tout cas, ne pas aller chercher à coller dans un milieu humide avec du sang et des protéines. Ça ne fonctionne pas. Le collage, avec une isolation, doit se faire soit de manière simple, très simple, mais parfois c'est un peu galère, mais il faut se prêter au jeu. Si on n'a pas cette capacité à isoler avec une digue nos dents préparées, eh bien, on va faire des erreurs et la manipulation donc, de nos colles ne fonctionnera pas. Je vais paraphraser un de mes confrères et amis, le docteur Yves Allard, qui me disait qu'il valait mieux privilégier parfois une dentisterie old school avec le scellement bien mené, plutôt qu'une dentisterie new school avec le collage lorsque celle-ci est mal menée. Et il avait totalement raison. On doit coller, mais on doit coller avec un protocole extrêmement rigoureux. Donc, les adhésifs employés sur nos tissus dentaires étaient séparés jusqu'à cette génération en SAM ou en MER, donc des adhésifs à mordançage total ou auto-mordançant. Et le Saint Graal à l'époque, c'est de pouvoir tout réunir dans un flacon donc avec les SAM1, mais le problème des SAM1, c'est qu'il y a eu des incompatibilités et aussi des valeurs d'adhésion qui étaient un petit peu en deçà de celles qu'on aurait espéré avoir. Le golden standard était, lorsqu'on voulait une adhésion la plus performante, généralement le MER3, qui était ainsi donc conseillé. Qu'est-ce qu'on a maintenant à l'heure actuelle, donc de nos jours, avec la 8e génération, donc les adhésifs dits universels? Toutes les firmes s'y sont mis. Nous avons maintenant des adhésifs qui sont universels, mais qui ont pour autant beaucoup de propriétés qui sont hétérogènes. Donc lorsqu'on parle donc d'un adhésif universel, il faut retenir surtout qu'il y a une bimodalité. Ils peuvent être employés soit avec un mordançage préalable, soit comme des SAM, donc sans mordançage. Et on peut aussi chercher à avoir des mordançages sélectifs sur les mailles et pas sur la dentine profonde lorsqu'on veut éviter les sensibilités notamment. Donc vraiment, des produits qui vont aller vers la simplification. Donc l'analogie là avec le jeune homme que vous voyez à gauche qui avait une quinzaine, voire une vingtaine de gadgets, de nos jours, ces 15-20 outils sont réunis dans un seul et unique, le smartphone. C'est pareil pour nos adhésifs. Maintenant, on va dire que la nouvelle tendance va vers l'ultra simplification avec donc des adhésifs universels qui vont nous permettre de pouvoir choisir la modalité sur laquelle on les applique. Donc le Saint Graal, ce serait avoir un seul adhésif, mais aussi une seule colle. Une seule colle, on va spoiler l'aventure, mais on n'y est pas encore vraiment, enfin selon moi, mais en tout cas on s'y rapproche et je pense que dans les années à venir, c'est très très probable qu'on y arrive totalement. Qu'est-ce qui se passe avec ces adhésifs dits universels? Sont-ils vraiment en fait réellement, totalement universels? Eh bien, le fait qu'ils aient une modalité donc automordançante va nous ramener aussi à l'époque des incompatibilités. Et il va falloir réfléchir avec quel type de colle nous employons ces adhésifs universels.
Si on emploie ici un adhésif universel donc, sur un substrat dentaire et qu'on vient donc amener à le photopolymériser, eh bien, la colle duale, comment fonctionne-t-elle si elle est auto-duale pour pouvoir prendre, pour pouvoir polymériser? Ben, rentrons un peu dans le détail. Vous avez une catalyse et une base pour la plupart donc, de ces colles qui sont un BPO et une amine tertiaire. Et là où on va avoir donc normalement une cascade avec les radicaux libres qui nous amène à la polymérisation du produit, l'acidité des adhésifs universels nous pose problème, car elle risque d'inhiber l'amine tertiaire et donc d'empêcher le développement de radicaux libres et donc se montrer incompatible avec donc, les décollements et les échecs que l'on connaît. Donc, les firmes laboratoires sont tout à fait au courant de ce problème d'inhibition des amines tertiaires par l'acidité. Donc, ils ont créé des activateurs qui, eux, en revanche, nous permettent de pouvoir déclencher la cascade de radicaux libres, y compris en milieu acide, et donc permettre la polymérisation des produits auto et dual. Pour résumer tout ce que je viens de dire sur une seule slide, il faut donc avoir une bonne connaissance de l'adhésif universel que l'on emploie. Vous avez ainsi des adhésifs qui sont à gauche, qui sont à prise chémo, comme le Luxabond universel de DMG, qui, à mon sens, je crois, est le seul à être chémopolymérisable, ou le Holbond universel de Bisco, qui a un pH qui est plus doux, et il ne nécessite pas, donc, d'activateur. Idem pour les produits qui sont amine-free, donc qui n'ont pas le même fonctionnement, qui sont sans amine. Mais tous les adhésifs universels qui sont donc sur la colonne du milieu, ils nécessitent, en cas d'emploi d'une résine auto ou duale, un activateur. Donc, rapprochez-vous de votre commercial, votre vendeur, pour pouvoir bien savoir les propriétés et les modalités d'emploi de ces adhésifs universels. Est-ce que ce sont des produits miracles maintenant? Est-ce qu'ils sont réellement universels au sens strict du terme? Eh bien, pas vraiment. Idéalement, on devrait avoir un seul flacon, ou même avec l'emploi de cet adhésif, on pourrait conditionner la dent et potentiellement les intrates d'eau de nos restaurations. À l'heure actuelle, je le déconseille fortement. Les études le montrent, on a des valeurs qui sont très, très, très en deçà des conditionnements classiques de signalisation ou de MDP avec des flacons qui sont dédiés. Et on a aussi des interrogations concernant la dégradation hydrolytique de ces produits pour une pérennité dans le temps. Donc, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que ce sont des mauvais produits, bien au contraire, les adhésifs universels sont vraiment extrêmement intéressants pour nous simplifier la vie. C'est sans aucun doute la voie d'avenir. Il faut juste, on va dire, se montrer un peu prudent et on aura, je pense, raison d'observer leur recul clinique dans le temps. Et on va très, 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 très évidemment prochainement aller que vers de l'universel, sans doute, mais pour l'instant, on manque de recul. Donc, quand il s'agit de coller les céramiques, on va voir les protocoles pour coller soit des vitreuses, donc les feldspathiques et les vitrocéramiques, soit les polycristallines, avec notamment les zircones. Lorsqu'on est face à une vitreuse, on a besoin donc d'avoir une attaque acide avec l'acide fluorhydrique, suivie du passage donc d'une silanisation. Et le silane, donc, est un promoteur d'adhésion, va nous permettre de pouvoir coupler le résineux à la céramique. Donc, comment tout ceci se passe dans le concret? On va voir avec un petit cas clinique et on va ainsi décortiquer étape par étape ce que l'on fait pour pouvoir assembler une facette vitreuse. Donc, un champ opératoire indispensable, un conditionnement des tissus, ici un mordant-sage total, suivi donc de l'application de l'adhésif après avoir séché la dent, photopolymérisation, et le conditionnement donc de la vitreuse qui passe systématiquement par les étapes d'acide fluorhydrique, nettoyage à l'acide ortho si nécessaire, silanisation, le passage d'un adhésif pur qui est totalement optionnel en revanche, et l'induction de colle avant d'être mis en place en bouche. On élimine les excès, on photopolymérise et on vient gratter avec une lame de scalpel les excédents pelliculaires qu'il y a sur ces facettes-là. Donc, pour faire la synthèse, coller une céramique vitreuse nécessite un protocole de conditionnement dentaire et prothétique qui inclut l'acide fluorhydrique pour la prothèse suivi d'une silanisation. Est-ce que ça fait de nous des hérétiques maintenant si on emploie non pas une colle dédiée, mais nos composites de restauration réchauffés pour assembler des pièces? Alors, pas du tout, ça ne fait pas du tout de nous des hérétiques, au contraire, il y a des vrais arguments. Parmi les arguments qui sont quand même à retenir, le temps de travail, puisque ce sont des résines composites qui vont se figer et se polymériser uniquement lorsqu'elles sont photopolymérisées, la suppression des excès qui est facilitée,
Et maintenant, on a donc différents papiers qui commencent à nous rassurer sur l'emploi de ces résines réchauffées, qui nous prouvent qu'on peut avoir une assise totale de la restauration par rapport à la préparation. On va avoir le risque d'avoir très légèrement à l'échelle de microns des joints qui vont être en revanche augmentés, mais ce n'est pas pour autant que ça va mettre en péril finalement la pérennité de l'ensemble. Quelques précautions à avoir, comme nous le répète donc le prestigieux British Dental Journal. En revanche, si on utilise une résine réchauffée, il vaut mieux les assembler sous vibration ultrasonore. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles sortent donc du réchauffeur, très très vite elles se refroidissent, et lorsqu'elles se refroidissent, il y a le risque d'avoir un surjoint qui est trop important par la non-assise totale de la pièce sur la préparation. Donc l'utilisation d'ultrasons nous permet d'avoir vraiment l'assemblage, on va dire, idéal entre notre restauration, la dent et au milieu le compo réchauffé. Qu'en est-il maintenant des céramiques polycristallines, donc avec en tête de file bien entendu la zircone? Il y a de ça quelques années, moi on m'avait appris notamment que la zircone ça ne se collait pas, ou plus précisément qu'on pouvait la contraindre au collage en pulvérisant des billes de silice pour la rendre cylindrisable. Donc ça, c'est ce qu'on faisait donc en 2001 et en 2010 avec le Rocatec et le Coget. Ça se fait encore, hein, ça a évidemment toujours la possibilité d'exister. Mais maintenant, on se pose la question différemment et on a une réponse qui est tout autre. Lorsqu'on demande à Mathias Kern, qui est un expert vis-à-vis des zircones, est-ce que l'on peut coller la zircone? La réponse est sans appel. Yes, we can. Et ce, en raison du MDP. Le MDP, en fait, qui nous prouve qu'on peut scientifiquement avoir des liaisons covalentes chimiques entre la zircone et donc notre colle, grâce à des groupements phosphates. Donc, c'est décrit dans la littérature. Maintenant, ça ne fait plus aucun débat dans la communauté scientifique. On peut coller. Maintenant, on va avoir donc des promoteurs qui sont donc des primers de zircone qui contiennent tous du MDP. La vraie question en tant que clinicien que nous, on doit avoir, c'est est-ce qu'il est nécessaire de toujours coller fort cette zircone? Alors, pour ma part, j'ai un avis qui est construit. Je pense qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un collage fort sur ces zircones. Mieux vaut avoir affaire à des céramiques qui sont plus facilement collables, telles que les vitreuses, lorsque l'on fait des pièces partielles. Inlay, onlay, tabletop, overlay. La réelle indication d'avoir un protocole très rigoureux et un collage fort concernant ces zircones, c'est pour les cantilevers. C'est-à-dire lorsqu'on va chercher à remplacer une dent avec une dent donc factice, prothétique, couplée à une ailette. Lorsque la zone de raccordement de la boîte est inférieure à 9 mm², il est tout à fait légitime d'employer des zircones et de chercher à les coller fort avec ces systèmes MDP. On va pouvoir rendre des services énormes pour nos patients dans des zones qui sont souvent très délicates à traiter d'un point de vue implantaire, surtout chez nos patients jeunes. Maintenant, un conseil. On doit nettoyer avant de pouvoir apprêter correctement ces zircones et les coller, mais il ne faut surtout pas les nettoyer en pensant les déprotéiner avec de l'acide orthophosphorique. Donc le nettoyage des icônes à l'acide orthophosphorique est à proscrire. Pourquoi? Parce que l'acide orthophosphorique va en fait occuper l'endroit où les groupements phosphates de la colle MDP viennent se lier à la zircone. Donc on va à l'encontre du collage réel de ces céramiques. Si vous devez nettoyer la zircone, vous devez employer en fait des nettoyants qui sont spécifiques, tels que le Zirclean, l'Ivoclean ou encore le Katana Cleaner, ou à défaut de l'hypochlorite de sodium, c'est-à-dire de la javel. Petite slide récapitulatrice pour pouvoir vraiment mettre toutes les idées au clair et éviter que les informations s'évaporent. Voilà les pas à pas qui sont préconisés pour les vitreuses et les zircones. Et on voit bien qu'ils sont très très différents, avec les moments clés pour la vitreuse étant l'attaque acide fluorhydrique, puis ensuite une cyanisation. Et au contraire, pour la zircone, ça va être un sablage doux avec après l'utilisation de primer MDP. Donc deux modalités, deux protocoles totalement différents pour des céramiques de nature différente. Maintenant, pour finir, quelques conseils. Lorsque vous êtes amené à faire un collage avec donc, des marges qui sont visibles et extérieures, je vous préconise de photopolymériser ces marges à l'aide donc d'une glycérine miscible à l'eau. Pourquoi? Pour pouvoir en fait protéger votre joint de collage de l'oxygène qui l'inhibe et avoir une polymérisation complète avec des duretés de pierce importantes qui vont vous faciliter notamment le polissage et la pérennité de ces joints. Donc, on a différents produits qui nous sont dédiés, le Déox Ultradan, le Liquid Strip d'Ivoclar ou bien encore le gradient barrière de GC. Et concernant les lampes à photopolymériser, il ne faut surtout pas acheter des lampes low cost, comme on peut en voir sur Internet, sur le marché chinois.
Si elles ne sont pas chères, il y a une raison, c'est qu'elles ne sont pas performantes. Donc là, je vous conseille un papier que j'ai coécrit avec le dieu sur la question de la photopolymérisation, qui est Bruno Pellissier. Il faut accorder beaucoup d'importance au choix de sa lampe. D'une part pour la puissance, mais pas que. On doit en fait avoir aussi un spectre qui est important et on doit faire attention à sa manipulation, comme nous le rappellent ici les conseils d'un fabricant. On doit chercher à être en position la plus orthogonale par rapport à la pièce à photopolymériser, éviter d'éloigner aussi la source d'insolation. Au-delà d'un centimètre, vous perdez presque 50% de la puissance de votre lampe à photopolymériser, c'est énorme. Et il va falloir aussi chercher à les entretenir, ces lampes à photopolymériser. Alors, éviter qu'il y ait des encrassements sur les embouts avec de la résine qui pourrait rester y coller. Et aussi, pourquoi pas, les autoclavés, comme le propose la Daylight Pro de chez GST. Donc, toutes ces lampes-là sont extrêmement performantes et nous permettent de jouer sur les 3 paramètres que sont le temps, l'intensité ou le mode d'illumination. Donc, avoir en fait la photopolymérisation, la réticulation la plus totale de notre mode d'assemblage polymérisable. Dernier conseil maintenant, on parle de force de cohésion, on parle de force d'assemblage, mais ce n'est pas toujours en fait le cœur du débat. Des fois, il peut aussi y avoir l'esthétique qui va rentrer en ligne de compte. Vous avez notamment sur tout ce qui est préparation supragingivale, que ce soit pour des couronnes ou pour ici des facettes, la nécessité que ce joint ne se voit pas, soit quasi invisible. Et pour qu'il soit quasi invisible, il faut utiliser des cols, que ce soit des cols simples ou des cols qui soient conventionnels avec un protocole rigoureux. D'une part, vous pourrez essayer le rendu avec des pâtes Try-In, mais surtout, si vous employez un mode, par exemple, pour une couronne de scellement, vous allez avoir un joint qui est disgracieux, quand bien même il y a eu beaucoup d'efforts de fait ces dernières années sur la question. Donc, dès qu'on a un joint visible en supragingival, essayez d'aller vers de la colle. Quelques cas cliniques maintenant, et donc ces cas cliniques vont nous permettre de pouvoir synthétiser toutes les informations qui ont été données, et on va voir en fonction de chaque situation quel est le mode d'assemblage le plus propice, le plus pertinent en fait à utiliser. Alors ici, la réfection de couronne, avec des préparations qui sont somme toute rétentives, bien là, il n'y a pas à se casser la tête. On va soit vers du scellement, soit vers du collage simplifié avec les ciments résineux. Pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple et efficace? Qu'est-ce qui va nous orienter plutôt vers le résineux? C'est si on est supragingival. Si on a avec des limites qui sont infra ou juxta, le scellement fera tout à fait le job et il n'y aura aucune raison que ça vieillisse mal. Donc là encore, je me répète, mais le scellement n'est pas has-been. Tous les cas cliniques que je vais présenter à partir de maintenant appartiennent à mon confrère et ami, le Romain Ruitor. Donc, Romain Ruitor est avec moi à la Bioteam Nice, c'est le vice-président. Et vous allez voir que c'est un praticien qui en plus a un sacré coup de patte, mais en plus, il a des techniques qui sont très originaux. Et on va voir ensemble donc, ce gradient d'assemblage auquel on peut penser en fonction donc, de la situation initiale. Ici, nous avons un onlay, somme toute extrêmement classique. La pièce est verrouillée. Il y a une seule position possible pour la pièce de restauration. On va aller donc vers des modes d'assemblage qui sont soit des ciments résineux auto-adhésifs, on colle simplement, ou on peut éventuellement, pour plus de sécurité, faire appel à ces nouvelles résines boostables, donc des protocoles simplifiés, éventuellement avec le boost, et chercher à avoir une cohésion forte, mais pas une cohésion maximale. Ce n'est pas nécessaire forcément de sortir dans ces cas-là l'artillerie lourde. Ce n'est pas le cas, par contre, lorsqu'on se retrouve avec ce type de préparation, où là, on est face à des overlays, et ces overlays, il n'y a quasiment pas donc, de possibilité d'avoir une préparation dite rétentive. Donc, dans ce cas-là, je préconise pour ma part l'emploi d'une colle conventionnelle avec le protocole rigoureux qui vous a été donc présenté et chercher à avoir le conditionnement d'une part de la céramique avec attaque acide ici et signalisation puisque c'était des pièces en vitro et un conditionnement de la dent avec une attaque acide suivie des applications d'adhésifs. Donc, on fait en sorte de pouvoir chercher un mode d'assemblage extrêmement puissant. Maintenant, les résines qui sont disponibles sur le marché comme étant des ciments boostables vont quand même rentrer dans ce cadre d'indication. Si vous allez, par curiosité, regarder les flyers et dépliants qui nous sont disponibles, ils disent tous qu'on peut coller des pièces donc sans préparation rétentive. Pour ma part, je vous mets, on va dire, en garde. On n'a pas encore de recul clinique. C'est extrêmement séduisant. Oui, je pense qu'on peut le faire et que très probablement ça va bien se passer, mais juste par mesure de sûreté, regardons un petit peu comment ça se passe dans le temps et une fois que le recul clinique sera acquis, on pourra même, pourquoi pas à l'extrême, aller vers des assemblages de type facette avec ces produits-là. Pour l'instant, je pense que
Pour être raisonnable, il faut chercher à utiliser ce qui a fait ses preuves et ce qui fonctionne déjà depuis des années très bien avec ces cols conventionnels, plutôt que de chercher absolument à repousser systématiquement les limites avec des nouveaux produits. J'en veux pour preuve ce cas clinique très original donc, du docteur Romain Huitor, où nous avons ici une jeune adolescente qui n'a pas fini sa croissance, qui a une agynésie avec toujours en place la présence d'une dent donc, de lait. On va chercher à rétablir l'occlusion en mettant en place une pièce indirecte, mais là, j'ai une préparation qui est quasiment à plat, zéro rétention. Donc, on va faire ceinture et bretelles. Et dans ce cas, au même titre que pour les facettes, je vous conseille de toujours aller vers des cols conventionnelles, rigoureuses, avec le protocole complet que seront donc le conditionnement des céramiques d'un côté et le conditionnement de dents de l'autre. On peut obtenir ainsi des résultats avec ces cols duales, puisqu'on a des céramiques qui sont très, très larges, qui vont être intéressantes. On sait que la prise sera totale sans avoir à chercher à photopolymériser, puisque vous savez qu'à forte épaisseur, eh bien, la solation de notre lampe à photopolymériser n'a pas forcément la capacité de pouvoir polymériser la colle. Donc, une colle conventionnelle duale sera ici le choix, pour ma part, le plus pertinent pour un résultat qui, je l'espère, sera le plus pérenne possible. Donc, si on cherche un peu à synthétiser toutes ces informations en quelques slides, dès qu'on a un degré de rétention de la préparation qui est moindre, on va chercher à augmenter nos forces de cohésion. Donc, on rentre dans ce tableau simplifié où on va chercher à avoir un gradient qui va du scellement au collage simplifié ou au collage conventionné, et pourquoi pas maintenant le collage donc simplifié avec activateur. Si on devait illustrer différents produits à notre disposition, notamment chez GC, on a donc classiquement le Fujicem. Pour les résineux, on avait le GCM Link Ace qui va disparaître, c'est-à-dire qu'il ne va plus être commercialisé puisqu'il va être totalement remplacé par le GCM One. Et dans les cas extrêmes, faire appel donc à une colle conventionnelle, duale ou purement photo, ou encore le ciment résineux, donc boosté avec l'AEP. Chaque situation clinique peut trouver en fait maintenant un produit qui va nous permettre d'avoir la bonne cohésion. Et dans la mesure du possible, nous, on va se pencher sur les systèmes qui nous simplifient la vie lorsque cela est permis. On peut aussi se faire aider dans le choix. On a des applications Android ou iOS qui vont, avec un arbre décisionnel, un algorithme, nous prendre par la main et nous dire, voilà, ce mode d'assemblage nous semble le plus pertinent par rapport à la céramique employée, par rapport à la préparation, par rapport au type de restauration, etc. etc. Donc, pour conclure, un tableau qui peut paraître un peu austère, mais pour peu que vous ayez compris tout ce que j'ai dit en amont, vous allez voir, c'est assez simple. Dès qu'on est sur des couronnes, on peut réfléchir scellement ou collage simplifié. On va vers un collage extrêmement lourd et performant lorsqu'on a des couronnes qui sont totalement non rétentives. Et lorsqu'on est sur des restaurations partielles, on va forcément coller, mais on se posera la question de coller simplement ou de manière plus rigoureuse avec les colles avec ou sans potentiel adhésif qui nécessitent l'isolation totale et des conditionnements tissulaires et prothétiques. J'ai mis donc une petite flèche de raccordement entre les préparations tabletop, overlay et facettes vers ces résineux boostables en mettant comme bémol qu'on a un manque de recul. Pour l'instant, moi, en tant que clinicien, je pense que la prudence nous intime de ne pas forcément aller chercher à coller des facettes avec ces procédés-là, mais faire appel finalement aux colles qui ont fait leurs preuves, des colles conventionnelles. Peut-être que je changerai complètement d'avis d'ici quelques années parce que ça évolue très vite et que le recul clinique donnera raison à ces nouveaux procédés. Et auquel cas, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On ira évidemment vers ce genre de produit. Avant de vous quitter, quelques conseils de lecture. Il y avait un numéro spécial adhésion donc dans l'idée qui était sorti été 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est très, très bien fait. C'est une simplification, on va dire, de toutes les thématiques avec un langage qui est tout à fait bien mené, compréhensible, ludique. Donc, très, très bon numéro. Si vous voulez aller beaucoup, beaucoup plus loin d'un point de vue chimie, biomatériaux, quelque chose qui n'a pas forcément été abordé lors de cette conférence, vous avez le livre de Byung-Soo, très, 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 très complet, en anglais. Alors, je ne vous le cache pas pour ceux qui ne sont pas forcément scientifiques, un peu austère, mais extrêmement passionnant quand on s'y plonge. Et enfin, alors, le journal, quand on parle de biomatériaux couplés à la clinique, BMC Collection ID, ça, comme je l'indique, pour moi, c'est THE journal. Il faut s'y abonner. C'est la Bible et c'est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement bien iconographié et toujours up-to-date, donc à avoir dans son armoire. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut aussi réfléchir à tester ses propres adhésifs, réfléchir autour des thématiques qui ont été évoquées. Et pour ça, rien de tel que l'organisme donc de l'ADDA, notamment avec l'ADDA IDF, donc Île-de-France, qui est présidé par Frédéric Roux,
qui me fait l'honneur donc de participer à mon DU d'esthétique à Nice, mais qui intervient aussi dans de nombreuses formations, donc guetter ces interventions, guetter notamment ce qui peut être proposé comme bataille de l'adhésion, c'est génial, c'est à faire, c'est extrêmement riche en informations. Et sinon, vous pouvez aussi retrouver Frédéric Rowe à Clinicol dans différentes formations, toujours liées souvent à l'adhésion et à l'identisterie adhésive, et avec le congrès de l'omnipratique qui a lieu, donc je ne crois pas dire de bêtises, chaque année. Et voilà, je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire sur les modes d'assemblage en 2021, avec les nouvelles modalités, avec les nouveaux produits. Si vous avez des questions qui ne popent pas forcément maintenant dans ce live, ben, je vous invite pour ma part à poser des questions directement sur les réseaux sociaux. J'essaye d'être réactif et dans la mesure du possible de répondre dans la semaine. Voilà. Alors, il y a des questions qui ont été posées, donc je vois dans la zone chat, donc je vais essayer d'y répondre. Bonjour, Dr Senos. Lorsque j'utilise le GSM-1, sur quelle indication ou à quel moment dois-je appliquer l'AEP? Alors, je pense y avoir répondu à travers cette présentation. Dès qu'on a une préparation en fait, qui n'est pas assez rétentive pour faire appel classiquement à un collage simplifié de type ciment résineux, on va pouvoir faire ceinture et bretelle en mettant l'AEP. L'AEP se met en amont, c'est-à-dire sur la préparation. On badigeonne l'intégralité, on vient vigoureusement sécher, on n'a pas besoin de photopolymériser. Et en fait, après, on met le GSM-1 dans la prothèse et on assemble le tout. Voilà, donc en amont l'AEP et après donc le ciment résineux dans l'intrado et on lie les deux. Bonjour Dr Senos, puis-je sceller une couronne IMAX avec un CV-IMAR sous-gingival? Eh bien, alors, je pense avoir répondu ça aussi à cette question-là sur le tout début de la conférence. Ces céramiques vitreuses sont réputées pour devoir être collées. Et elles sont réputées pour être collées parce que justement, la rhéologie de la colle va nous permettre d'avoir une cohésion d'ensemble, notamment avec des comportements amortisseurs qui vont être très intéressantes d'un point de vue biomécanique. Maintenant, ça ne signifie pas qu'on doit à tout prix faire du 100% collage. Si vous avez une préparation qui ne se prête pas à la mise en place d'un champ d'isolation type dit caoutchouté et que vous avez une préparation qui est totalement rétentive, avec des épaisseurs de céramique renforcées, les forces intrinsèques à ces céramiques nous permettent de pouvoir être scellées et d'avoir une tenue dans le temps qui serait tout à fait correcte, voire comparable à si elle avait été collée. J'en veux pour preuve les deux papiers que je vous ai mis en indice sur la première slide, que je vous invite à relire si éventuellement il y a un replay de cette présentation. Bonjour Dr Senos, y a-t-il des indications où le collage composite préchauffé est à privilégier? Alors, c'est une bonne question, c'est surtout une question d'actualité parce qu'il y a eu, je pense, un engouement et quasiment, je pourrais dire, un effet de mode sur l'assemblage aux résines composites réchauffées. Alors, pour moi, ce n'est pas du tout une lubie, c'est une vraie option. C'est une vraie option dans le sens où elle est extrêmement séduisante et confortable pour le praticien dans la gestion des excès. On a tout notre temps pour pouvoir enlever en bloc les excès sans qu'on ait cette fluidité des résines qui sont consacrées au collage généralement, qui viennent se glisser dans les espaces interdentaires et un peu partout là où on ne veut pas. Donc oui, il y a des indications, c'est surtout celle du confort pour le praticien. Maintenant, on ne peut pas se soustraire aux règles de collage conventionnelles. Il nous faut une isolation totale et il nous faut un protocole de prise de photopolymérisation qui soit très, très, très poussé. Ça veut dire photopolymériser sur toutes les surfaces, très longuement, c'est-à-dire voire doubler en fait les temps recommandés de photopolymérisation. Parce que si vous avez une céramique qui est épaisse, vous allez en fait aller à l'encontre de la prise du matériau par photopolymérisation. Donc il faut photopolymériser longtemps sur toutes les faces. Juste peut-être une petite précaution, un petit bémol, parce que ça m'est déjà arrivé et je pense que je ne suis pas le seul. Lorsque vous êtes sur l'assemblage d'une facette qui est pelliculaire, je n'emploie pour ma part jamais de résine composite réchauffée. Parce que le simple en fait, point de bascule qui peut être mis en place avec ces résines réchauffées lorsqu'on assemble sur la dent ces facettes pelliculaires risque de nous casser la facette. Donc lorsqu'on est sur une pièce partielle qui est très épaisse, où on a une résistance intrinsèque avant collage qui est assez correcte, on peut se lancer là-dessus. Si vous êtes sur du pelliculaire en fait spatique, je pense que c'est se tirer une balle dans la jambe de chercher d'assembler à tout prix avec une résine de restauration réchauffée. On risque d'aller vers la casse. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir pu mettre un peu d'ordre dans les idées sur tous ces produits. J'espère avoir répondu aux interrogations qui m'ont été données.
Et puis surtout, j'espère vous avoir montré qu'on avait une évolution de tous ces produits qui est quand même assez dingue ces dernières années pour pouvoir choisir systématiquement en fonction d'une situation clinique un procédé qui va nous faciliter la vie, nous en tant que cliniciens, soit de par la mise en place du pas à pas, qui peut être extrêmement simple, ou lorsque c'est complexe, on va dire que c'est complexe pour la bonne cause, parce qu'on va chercher à isoler, conditionner les dents, conditionner les céramiques, pour avoir une cohésion qui est très forte lorsqu'on a des préparations qui ne sont pas du tout rétentives. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie. Je vous laisse sur cette slide là où on voit les 4 visages des membres de la Bioteam Nice avec votre serviteur, suivi de Mika Protesia, donc Michael Gret, qui est un prothésiste talentueux, Laurent Cers, conférencier international, surtout dans le monde donc, de la parochire et de l'implantologie, et mon confrère et ami de toujours, Romain Ruitor, donc, qui est à la Valence libérale, et qui assure la vice-présidence de la Bioteam Nice. Voilà, je vous remercie de votre attention.